Nous sommes mercredi 3 juillet 2024. Bienvenue dans cette émission, Le Scanner. Vous le savez, Le Scanner est une émission de débat constructif. Au menu de ce mercredi, plusieurs personnes ont péri dans les inondations dans la nuit du lundi 1er juillet à Conakry. 3 personnes ont été emportées par les eaux de ruissellement à Tobolon dans la commune urbaine de Kagbélé, dont une femme en grossesse. 4 personnes portées disparues à Sambaya dans la commune urbaine de Koya et 2 autres enfants aussi emportés par les eaux de ruissellement à Somfonia et à Ratoma dispensaire. Ajouté à cela, plusieurs maisons et leurs contenus ont été ruinés par ces inondations. Faut-il pointer du doigt à la politique d'urbanisation mise en place ou la construction anarchique de bâtiments? Le Scanner pose le débat et puis le processus d'évaluation des partis politiques amorcé par le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation depuis le 19 juin prendra fin ce 3 juillet 2024. C'est une évaluation faite sur la base de 3 lois, à savoir la charte de partis politiques, la loi sur le statut des chefs de file de l'opposition ainsi que la loi sur le financement de partis politiques. Mais comment les formations politiques ont-ils accueilli cette décision à moins d'1 année après la première évaluation? Au retour que réclament les partis politiques vis-à-vis de l'État. Pour répondre à toutes ces questions, nous aurons Edouard Zotomou Pogomou, le président de l'IDRP, dans cette émission. Et puis, annoncé tout récemment avoir franchi la barre d'1 million de personnes en crise alimentaire, la Guinée vient de bénéficier d'un appui financier de plus de 143 millions de dollars dans le cadre de son programme de partenariat avec le Programme alimentaire mondial pour la période allant de 2024 jusqu'à 2029, lequel appui a été approuvé à l'unanimité par les pays membres. Le ministre guinéen du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, présent à cette rencontre, a exprimé sa détermination. La détermination de la Guinée à travailler avec le Programme alimentaire mondial pour l'atteinte des objectifs du développement durable, dont l'éradication de la pauvreté. Mais que fait-il faire pour une gestion rationnelle et efficiente de ce montant? Tout à l'heure, la grille de lecture de nos chroniqueurs. C'est tout pour le mini de ce mercredi. Le débat, c'est dans un instant. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Boké, à Kagbélé, à Tomboulia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les... C'est parti pour 1h30 de débat dans ces studios et sur ce plateau. Mais avant tout, mes chroniqueurs, mes compagnons de tout le jour, ici présents dans ces studios et sur ce plateau. Mohamed Loba, bonjour. Bonjour Yaya, bonjour à tout le monde. Bienvenue. Merci. Vous êtes en jaune. Ah oui, mais ça ne symbolise pas ce que vous sous-entendez là. Et si c'était ça? Je vous vois venir. Non, mais c'est... mais tout jaune, ça sous-entend effectivement que... Je ne suis pas militant du RPG Arc-en-Ciel. Non, c'est ce que je voulais dire. Mais il faut couper court. Hein. Non, mais c'est pas un crime non plus. Je n'ai pas dit que c'est un crime. Je dis je ne suis pas. Hein? Je ne suis pas. Vous êtes nostalgique, je veux dire, du procès Alpha Condé. C'est de là qu'il s'agit. Faites partie parmi ceux qui l'ont regretté. C'est cela? Non, il dit déjà, il a clos ce débat déjà en disant qu'il n'est pas parti comme un militant du parti. Il peut ne pas être partisan, mais nostalgique. Je ne suis pas du tout nostalgique du procès Alpha Condé, parce que la situation que nous vivons aujourd'hui, il en est responsable. Alors on s'arrête là. Fodé Dansoko, comment vas-tu? Oui, ça va mon cher. Bienvenue. Ça va. Et... Tout feu, tout flamme. Merci. Le Kontigi du Scanner. Oui, je suis vraiment content d'être encore là une fois ce matin. Bien. Et c'est une opportunité pour moi de saluer déjà mes éléments de la T6, la famille Diakité, mes frères, et puis voilà mes amis, Riva 12, tout le monde, parce qu'ils sont à l'écoute chaque matin. Cela fait plaisir. Ouais. Voilà. Ils sont nombreux un peu partout à travers la Guinée, à Ratoma, à Kiroti, à Matoto, à Imbaya, à Labé, un peu partout, même à Zérékoré, voilà, des millions et des millions d'auditeurs qui nous et des téléspectateurs qui nous suivent de ce côté. Mohamed Ba, on commence par cette triste nouvelle. Plus d'une dizaine de personnes ont péri à nouveau dans un incendie à la cimenterie. Oui, ça s'est passé à Ansoumania Plateau, en secteur de la cimenterie, situé dans la commune quand même de Kagbélé. C'est une triste nouvelle, la triste nouvelle, d'ailleurs il faut le dire comme ça, qui nous est parvenue très tôt ce matin, ce mercredi 3 juillet 2024. Yaya, on parle de 11 morts. 11 morts, comme la situation la dernière fois de Tercé. Toute une famille partie en fumée, il faut le dire comme ça. Hein?
dans un incendie d'un volume rare, parce qu'il faut le dire, un incendie qui a pris une maison annexe et finalement qui a embrasé toute la demeure, c'est-à-dire toute la concession. Et il y avait, selon nos informations, parce qu'au moment où je vous parle, il y a une équipe de siaminfo.com et de Kavi TV, Kavi FM qui se trouve sur ce côté-là. Toutes nos équipes sont évidemment, selon nos informations, il y avait 15 personnes dans la maison et pour le moment, il n'y a eu que 4 personnes qui ont pu être sauvées de cet incendie. Qu'est-ce qu'il faut encore rappeler? On nous signale que l'incendie serait causé, je mets ça au conditionnel parce que pour le moment rien n'est encore officiel, que l'incendie serait causé par un court-circuit. Un court-circuit serait à l'origine de ce drame qui a emporté 11 bonnes âmes. Entendez-vous? Incroyable. C'est comme si on était dans un film. Chaque jour que Dieu fait, on se réveille avec des morts. Absolument. C'est quand on se réveille avec des drames. Si ce n'est pas des personnes emportées par les eaux, c'est des incendies par-ci, par-là. En fait, on ne comprend plus rien. Absolument. C'est pas qu'est-ce qu'on est en train de vivre. C'est comme si c'était une période apocalyptique. Je ne le souhaite pas, mais on a bien l'impression d'être dans une période où qu'on traverse une période apocalyptique. Absolument. Où vraiment, c'est-à-dire les faits surprenants, les faits aussi graves, malheureux nous plongent. Les malheurs se succèdent. Nous submergent. Chaque matin, vous vous réveillez avec des informations, pas des bonnes informations. Absolument. Parce que quand on vous annonce 11 morts et à la veille on nous parle de 7 morts, ou soit si on fait le décompte, toujours on rassemble tout, ça arrive jusqu'à 10, ça veut dire on est à une trentaine de morts en un laps de temps. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On parle encore de court-circuit, et quand on parle de court-circuit EDG, tout à fait. On nous signale que nous avons en direct dans cette émission Moussa Dramé, un des voisins de cette famille endeuillée. Monsieur Dramé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, oui. Bienvenue dans cette émission. On nous apprend effectivement que 11 personnes, une dizaine de personnes ont péri dans un incendie du côté de la cimenterie, plus précisément à Ansoumania Plateau. Dites-nous dans quelles circonstances cet incendie a pu avoir lieu. Merci, messieurs les journalistes. Moi, j'étais à la maison ce matin à 6 h. J'ai reçu le coup de fil de mon voisin, le chef de secteur. Et comme quoi que notre voisin, la maison de notre voisin a pris feu suite à un incident. Comment on appelle, à un incendie. Donc, je me suis rendu là-bas et j'ai trouvé effectivement qu'il y a eu des morts, des cas de mort, plus de 11 personnes, non, plus de 10 personnes, dont une femme en grossesse. Incroyable. Est-ce que, M. Dramé, vous avez aujourd'hui des informations, maintenant là, des informations par rapport aux circonstances dans lesquelles cet incendie s'est produit? Qu'est-ce qui est à la base? Notamment les causes. C'est le courant, c'est le coup de circuit qui est à la base. Donc toutes les victimes se trouvaient à l'intérieur d'une même concession ou c'était... Oui, d'un grand bâtiment. Un grand bâtiment composant de 3 chambres. Pouvez-vous nous dire aussi à quelle heure cet incendie s'est déclaré? À 1 h. À 1 h du matin. Ça veut dire que les personnes qui ont péri ont été surprises? Il n'y a que 3 personnes qui ont été sauvées. Incroyable. On nous apprend qu'il y avait 15 personnes dans la maison, c'est ça? Effectivement, il y avait 15 personnes. Et si on parle de 11 morts, ça veut dire qu'il y a... 16. On a retrouvé la 16e personne. Bien. Au total, il y a eu combien de morts exactement? Il y a eu 11 morts. 11 morts. 11 morts, oui. Incroyable. Bon, nous aimerons savoir quel est votre cri de cœur ce matin et quel appel aimeriez-vous lancer quand même aux autorités? Franchement, si EDG, je ne sais pas, pouvait faire une sortie là, pour réglementer les installations dans les foyers, ça va soulager la population. Sinon,
à un moment donné, moi, je ne peux pas directement accuser les DG parce que l'installation que les gens font à la maison, c'est pas dans les normes. Donc, si nous comprenons bien, en fait, le coup de circuit a pour origine, en fait, l'intérieur du bâtiment, non sur le poteau. Non, pas sur le poteau, c'est l'intérieur du bâtiment. Et même si vous constatez, les fils qui sont là, ce n'est pas des fils de qualité. Les installations aussi ne sont pas de bonne qualité. Et honnêtement, c'est déplorable. Est-ce que vous avez senti la présence des autorités ce matin du côté de la cimenterie? La protection civile. Bien sûr, il y a la gendarmerie qui est présente, il y a la police, il y a monsieur le maire, monsieur le président de la délégation spéciale de Kabylie et son vice-président sont tous là. L'incendie, est-ce qu'il a été circonscrit? Bon, comment on appelle, les gens sont en train de travailler, peut-être après ils vont donner le coup. Alors, dites-nous, les 3 personnes qui ont été sauvées, ont-elles été sauvées par l'assistance des sapeurs-pompiers ou par les voisins? Non, par les voisins. Par les voisins. Les voisins qui sont venus casser une fenêtre. Donc, le propriétaire de la maison est sorti de là-bas, puis sa femme, et leur bébé de, je crois, de 2 ans. Si je comprends très bien, vous dites qu'il y avait 16 personnes dans la maison. Il y a eu 11 morts, 3 personnes sauvées. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a 2 autres personnes qui sont portées disparues. Qui restent introuvables. Oui, effectivement. Bien. Ouais, je crois que on ne peut plus clair dans cette situation. Monsieur Moussa Dramé, merci d'avoir prêté à notre question, à nos questions, je veux dire. Merci beaucoup. Merci. C'est une nouvelle très triste. C'est une triste nouvelle dans Soko. Oui. Et je crois que c'est ce qu'on disait ici dans les émissions antérieures. La responsabilité à un certain niveau, elle est partagée dans tout cela. C'est vrai qu'on a aujourd'hui plus de 11 morts, mais je crois que les installations à l'interne doivent intéresser l'État. L'État doit pouvoir effectivement avoir un œil sur les installations à l'intérieur de maisons. L'État ne peut pas avoir un œil sur l'installation à l'intérieur des maisons. Il doit. La responsabilité des DG s'arrête au poteau. On le sait. On le sait, mais la qualité des matériels, s'il vous plaît. L'autre fois, on avait reçu ici un spécialiste en la matière qui avait dit que l'État pouvait le faire parce que c'est l'État qui autorise l'importation de ce matériel d'installation, donc qui ne sont pas de qualité. Donc, de ce point de vue, l'État doit pouvoir avoir un œil pour pouvoir avoir ce qu'on appelle des installations de qualité. Ok, bon, tout compte fait, et je vous comprends parfaitement dans votre logique. Mais avant tout, c'est de souhaiter, et pieusement, pas souhaiter en fait, mais c'est de leur souhaiter de prier pour leur âme, et parce que c'est des jeunes enfants qui sont partis si jeunes, encore une fois de plus, et notre pays est endeuillé par l'irresponsabilité de certaines personnes et de certains professionnels en la matière, parce que si je parle de la matière, je parle aujourd'hui spécifiquement du secteur de l'énergie. Ce qui reste clair, voyez-vous que de drame en drame, ce pays est en train quand même d'être assommé moralement, psychologiquement, par ces facteurs vraiment qui, une fois encore de plus, ne nous permet pas en fait d'être rassurés. C'est ça la vérité. Et du coup, cet incendie encore de plus, parce que hier, très malheureusement, on parlait encore de morts et avant-hier. Ok, des incendies déclarés du côté de Termessé et de Tercey. Et hier encore, très malheureusement, à une heure tardive, il faut le dire, et 1h du matin, que déjà cet incendie aussi s'est déclaré du côté de Ansoumania, dans la commune de Kabylie. Mais le nombre est déplorable. Le nombre est déplorable, et cela, je le dis haut et fort, il faudrait que les gens puissent prendre conscience des actes qu'ils posent lorsqu'ils veulent construire des maisons. C'est très important, parce que la responsabilité est partagée. Nous avions 2 hémisphères, l'hémisphère social et l'hémisphère gouvernemental. Comme tu venais quand même de planter le décor tout de suite en parlant de la responsabilité étatique dans l'importation de ces matériels de construction. Cela est bien beau et bien vrai, c'est bien. Mais voyez-vous que les constructions aussi anarchiques à Conakry aujourd'hui font de telles que les choses ne font qu'empirer.
Sans pire, oui. Et sans pire. Et tout de suite, nous aurons l'occasion aussi de parler de ces pluies diluviennes. Mais ce qui est important, ce qui est choquant aujourd'hui, c'est ce cri de cœur du côté d'Ansoumania. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, pour construire une maison, il faudrait que les gens puissent prendre conscience des actes qu'ils posent. Donnez l'installation de vos maisons à des professionnels en la matière, c'est important. Souvent, les gens ont pris la bonne ou la mauvaise habitude de tirer à tout bout de champ, à boulet rouge, sur les DG. Et une fois, j'ai eu à discuter avec un de mes amis qui m'a fait savoir que la responsabilité des DG ne se limitait que spécifiquement au poteau. Oui, mais là, je vous arrête là. Dans ce cas, pas plus tard qu'hier, à Coloma, c'est un poteau qui avait pris feu. Je crois que là, on peut indexer directement la responsabilité des DG. Donc, l'un dans l'autre, il y a là... Cela se passe souvent. Mais quand même, ces derniers temps, il y a eu une amélioration par rapport à la diligence des équipes concernant EDG quand il y a des pannes tout et autres. Je ne sais pas si c'est la même chose dans tous les quartiers, mais il y a beaucoup de quartiers où quand il y a une panne, et le service EDG, si ce service-là est contacté pour être sur le terrain de façon rapide. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que je vais finir d'abord, après vous allez développer. Donc ce que j'aimerais dire, bon voilà, vous me rejoignez aussitôt sans pour autant être d'accord avec ce que je dis. Comment ça? Voilà, vous parlez de DDG sur les poteaux ainsi de suite, et mon cher frère parlait de l'amélioration à ce niveau, et là c'est une réalité. Moi ce que je dis, cet incendie qui a été déclaré n'a pas été déclaré sur le poteau, mais à l'intérieur des maisons. Ce que je veux dénoncer ici, c'est le comportement de certains citoyens. Parce que ils sont leurs propres électriciens, ils sont leurs propres maçons, ils sont leurs propres tauliers, ils sont leurs propres tout, de tout. Nous le voyons couramment dans les quartiers, parce que Conakry est en train de s'élargir. Aujourd'hui, nous nous trouvons déjà confondus, Conakry se trouve confondu à Dubreka et à Koya. Ok, donc si les gens ne prennent pas au sérieux la construction de leur maison, l'installation électrique de leur maison, et quand il y a des incendies, après c'est pour dire encore une fois de plus que l'État ne fait pas son boulot, et patata. Non, c'est pas bon. Ce que je veux dire, la responsabilité, la responsabilité parentale est importante, la responsabilité sociale est importante. Il faudrait que nous décidions et que nous prenions conscience de l'importance de nos vies, de nos enfants, des vies de nos enfants, des vies de nos femmes. C'est important. Il faudrait partir vers les professionnels en la matière pour l'installation électrique dans vos maisons. Cela est très très important. Cela pourra quand même éventuellement nous faire éviter ces incendies. Cela pouvoir éviter encore ces cris du cœur et de part et d'autre, mais de l'État aussi. Parce que si on parle de l'État, comme tu parlais aussi d'importation du matériel électrique, donc la qualité doit quand même être un enjeu majeur dans ce cadre. Si cela y est, comme ça, ceux qui seront quand même censés s'organiser pour venir monter ces fils électriques dans les maisons, le feront quand même dans de bonnes conditions, et cela pourra éventuellement nous éviter ce qui nous arrive actuellement du côté de Ansoumania, et ce qui pourra aussi subvenir éventuellement. Ce qui n'exempte pas la responsabilité de l'État quant à la qualité de ce matériel. Oui, mais bien sûr, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre que vous parvenez à construire une maison, c'est-à-dire de 1 milliard, de 2 milliards, de 3 milliards de francs guinéens, ou bien quel que soit c'est-à-dire la monnaie, et puis vous permettez, c'est-à-dire tout est beau quand vous voyez le bâtiment, tout est beau, flambant neuf, mais vous permettez de prendre des fils de mauvaise qualité pour faire votre installation. C'est que c'est le summum de la bêtise, on ne peut pas comprendre. Et si c'est qu'on a, si ce sont ces fils-là qu'on nous importe. C'est ça, il y a des fils de qualité. Mais laisse-moi te dire une chose. L'électricien, permettez-moi. Récemment, moi, quand j'ai installé ma maison, l'électricien m'a dit voilà les différents types de fils. Ce fil-là permet de faire tel et autre. C'est à vous maintenant de faire le choix. Si vous voulez réellement avoir de bons fils, de bons câbles, c'est à vous de penser.
Bien. Il y en a, il y a de très bons câbles sur le marché. Bien. Sur le marché, c'est toujours comme ça. Alors, vous avez des câbles de bonne qualité, Bien. vous avez des câbles de moyenne qualité, Bien. vous avez des câbles de mauvaise qualité. C'est à vous maintenant de choisir selon votre fonds, selon votre poche. Maintenant, là, si vous permettez de construire une maison avec une somme aussi colossale, mais vous vous dites non, il faut que je sois pingre parce que j'ai mon neveu qui est électricien et à quelqu'un par infraction et par accident. Il est tombé dans le métier d'électricien et puis il veut l'exercer. Même pas, parfois, souvent, ce ne sont même pas des professionnels, des DG qu'on appelle pour certaines installations dans les quartiers. Il faut à un moment donné qu'on arrête de commettre des bêtises qui coûtent quand même la vie à des dizaines, des vingtaines, des trentaines, de centaines de milliers de personnes. En Guinée, il y a en un laps de temps, nous parlons là d'une vingtaine de morts. Des personnes, des morts issus des incendies. Ça ne peut pas continuer ainsi. À un moment donné, il faudrait que nous soyons interpellés par cette conscience. Il faut que nous prenions conscience de tout ce que nous posons comme acte afin quand même de sauver des vies. Il est très beau de tirer ou de descendre en flamme l'État, mais à un moment donné, la responsabilité sociétale doit primer. C'est bien vrai, mais si vous me permettez, on peut faire un lien. Est-ce qu'on peut dire par exemple au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, c'est la mauvaise qualité des fils qui a occasionné l'incendie de ses côtés? Est-ce qu'on peut dire la même chose au niveau du ministère du Tourisme? Est-ce qu'on peut dire la même chose au niveau de l'université de Symphonia? C'est pour autant dire qu'effectivement aujourd'hui il y a là une situation qui nécessite un diagnostic. Peut-être que vous ne creusez pas assez pour comprendre. C'est vrai, on a toujours voulu avoir... On parle de l'État là. Faire toute la lumière. On parle de l'État, des infrastructures étatiques. Écoutez-moi, c'est ce que je vous dis maintenant. Si vous m'écoutez, vous allez comprendre. On a toujours voulu faire la lumière sur toutes ces sources d'incendie dans notre pays. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore parvenus à élucider tous ces faits. On parle de la dernière fois, on était en train de dire que l'État ne fait rien dans ce sens-là. Parce que jusqu'à présent, si ce sont des incendies criminels, c'est-à-dire d'origine anthropique, avec des personnes qui se comportent mal ou des personnes qui viennent avec une conscience à l'appui et puis mettre du feu quelque part, on n'en sait pas parce qu'il n'y a pas d'enquête menée dans ce sens-là pour élucider tous ces faits-là afin quand même de sanctionner des personnes qui seront susceptibles d'être à la base de ces incendies. Mais aujourd'hui, excuse-moi, pour vous aider, vous avez parfaitement raison à ce niveau parce que Yaya n'a pas creusé à la source. Il faudrait quand même différencier. On s'en tient, s'il te plaît. Ce qui est important. Non, s'il te plaît, n'escamote pas mes propos. On s'en tient aux propos ou aux déclarations officielles de ces différentes autorités. On nous parle d'un court-circuit. Jusqu'à date, c'est ce qui est mis en avant. Oui, voilà. On s'en tient à ça. Il n'y a pas à creuser là-bas. C'est la communication officielle. Non, ce n'est pas encore officiel. C'est pourquoi moi-même, dans ma communication, dans mes propos, j'ai mis cela entre griffes, c'est-à-dire entre guillemets. Parce que jusqu'à présent, j'ai mis ça au conditionnel. Que ce serait causé je parle de ces différentes infrastructures étatiques-là. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Parce qu'au ministère du Tourisme, au ministère du Tourisme, évidemment, de la Culture, il n'y a pas eu de cause réelle. Nous avons reçu ici le responsable des sapeurs-pompiers, effectivement, qui a mis en avant cette thèse. Des sapeurs-pompiers. Non, mais c'était professionnel. La dernière fois que nous avons posé des questions, c'était sur le terrain, on nous a dit, laissez-nous travailler, après vous aurez des résultats. Nous, on avait reçu ici en direct ces jours-ci. Il y a toujours des enquêtes ouvertes. Bon, ce qui reste clair, moi j'ai un appel à lancer en fait à la population guinéenne. Tu ne peux pas dédouaner l'État dans ça. Je pense que ça ne Personne n'a dit que l'État est dédouanable dans cette situation. Mais ce qu'on veut dire, la responsabilité des citoyens est aussi dedans. C'est ce qu'il faut souligner aujourd'hui. Vous ne pouvez pas... Puisque nous vivons dans un État, vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas dormir dans un bâtiment avec une bougie allumée, un groupe électrogène à côté. Évidemment, vous ne pouvez pas dormir un fourneau de charbon. dans une maison avec des anti-moustiques allumés. Oui. Vous avez des engins comme une moto garés quelque part. Vous ne pouvez pas dormir dans une maison avec des installations bricolées. C'est qu'à un moment donné, il faut que nous prenions... C'est des éléments subsidiaires dont tu parles là. Maintenant, par rapport à l'importation... On se suit là-bas. Par rapport à l'importation des câbles... Quand on coupe son micro, parce qu'on ne s'écoute pas là.
par rapport à l'importation des câbles, par rapport à l'importation des câbles, vous allez quand même me laisser aller jusqu'au bout de mes idées. Non, mais parce qu'on ne s'écoute pas là. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Non, attends. Dans ce cours, vas-y. Il faut voir le temps parce que c'est important et respecter un peu les temps impartis, cela est important. C'est vous qui êtes en train de grignoter la méthode. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bien sûr. Non. Bon, tu m'excuses alors. Là, je vais éclairer cette petite partie. Moi, ce que j'aimerais quand même, c'est lancer un appel à la population déjà parce que tu as eu à toucher du doigt ce problème qui est important. La responsabilité familiale et la responsabilité sociale doit être de rigueur. Il ne faudrait pas considérer un cousin, un neveu en tant qu'électricien qui n'a reçu aucune formation professionnelle dans le domaine pour pouvoir le confier la vie de tes enfants, la vie de ta famille en l'offrant comme ça un travail chez toi pour une installation aussi importante. Ça doit être compris par le citoyen guinéen. Cela est très très important parce qu'à chaque fois d'incendie en incendie, on ne saura à quand ça va s'arrêter et avec ces coupures intempestives qui ne cessent d'aggraver aussi ces coups de circuit, on ne sait où est l'origine. Souvent c'est dans les maisons, souvent c'est dans les poteaux. Il faudrait que la responsabilité sociale soit comprise. Cela est très important. Si cela y est comme ça, il faudrait quand même que quand tu construis par exemple ta maison, avant que l'installation ne se fasse, j'aimerais quand même que celui qui viendra et faire l'installation de la maison, qu'il présente un diplôme. C'est pour cela aujourd'hui il y a l'existence des écoles professionnelles, c'est pour cela aujourd'hui il y a l'existence de l'ASCAD, il y a des filières là-bas qui sont en fait indiquées pour pouvoir orienter les gens dans leur formation professionnelle. C'est très important. Tous les gens aujourd'hui en Guinée, parce que la langue officielle de la Guinée c'est la langue française, ça veut dire que la majorité des Guinéens s'expriment quand même majoritairement en français. Ils comprennent ce quand vous leur parlez. Donc certains sont allés à l'école, 6e, 10e au collège et puis sont sortis. Quelque part, ils peuvent aller à l'école, apprendre plus. Et cette connaissance va leur permettre de se qualifier en la matière pour pouvoir éviter ces genres de choses. La responsabilité de l'État, tout le temps on dit qu'il y a l'État. Oui, nous comprenons cette situation, mais l'État ne peut pas tout contrôler. Et puis déjà, on nous apprend que nous avons en direct Edouard Zotomou Pogomou, le président de l'IDRP. Monsieur Zotomou, bonjour. Bonjour, monsieur Zotomou. Monsieur Zotomou, bonjour. Il n'est pas en direct. Il n'est pas en direct, Michel. Ça passe pas. Voilà, donc il faut rappeler que c'est pour le deuxième sujet. Voilà, pour l'État, on comprend. Mais à chaque fois, j'allais le rappeler. Nous disons l'État. L'État aussi. Et moi, je pense que le rôle que doit jouer aujourd'hui l'État, c'est de réguler le secteur d'énergie. Parce que les délestages sont aussi à la base de ces coups de circuit. La responsabilité... L'interconnexion n'est pas totalement assurée. Parce qu'il faut le dire que ces coupures intempestives, et le courant est là, le courant n'est pas là, peuvent aussi être des facteurs de choc. Le coup de circuit, c'est ce qui amène souvent des incendies dans les maisons. Donc, il faudrait interpeller l'État aussi d'aller vers ces gens pour pouvoir les faire comprendre ce qui les arrive, qui sont de cœur avec eux, et faire une promotion générale. Qui doit le faire? Non, qui doit le faire? Parce que nous, aujourd'hui, si les médias n'en parlent pas, qui en parle? Personne. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des incendies dans les maisons, on dit c'est l'État. On dit c'est l'État. Non, la responsabilité civile, la responsabilité sociale, il faudrait que les gens puissent comprendre cela. La responsabilité sociale vient après. Non, oui, tout compte fait. C'est parce que nous sommes dans un État. Nous sommes dans un État, comme mon cher confrère le disait tout de suite. Vous vous déplacez, vous allez dans le marché. Il ne faudrait pas qu'on accepte de faire la promotion totalement de l'idéologie chinoise. En fait, un Chinois te dit, oui, c'est ce qui est bon, c'est ce qui n'est pas bon. Je crois que ça passe pas fabriqué ici. Donc, voilà. Qui doivent être de bonne qualité aussi. Comme tu viens de dire, moi je ne savais même pas. De ce qui est fait chez nous. Et aussi, c'est fait chez nous. Mais il y a un autre pan. Mais le coût est important. Si vous permettez, il y a un autre pan qu'il faille aussi pointer du doigt. C'est que c'est la tension souvent quand le courant revient dans les quartiers. C'est ce que j'ai dit. La tension, ça c'est le côté EDG. Parce que souvent, vous avez comme pour l'impression que quand il n'y a pas de courant et que le courant revient dans les ménages, c'est que ça revient avec une forte tension.
Et souvent, je crois que cela est à la base c'est-à-dire de beaucoup d'incendies. Et là, si on fait la jonction c'est-à-dire des cas, vous allez comprendre que l'incendie ici est survenu à partir de 1h du matin. Est-ce que vous savez aujourd'hui, avec le fameux tour-tour qui est de retour, le courant souvent revient pour ceux qui doivent en avoir à partir de 0h jusqu'à 6h ou 7h du matin. Le courant revient à 1h du matin. Chez moi, c'était la même chose. Le courant est revenu à 1h du matin. Est-ce que cela a été provoqué par cela? C'est une autre question qu'il faille se poser quand même dans ce sens-là. Mais par rapport à l'importation des câbles, je me dis aujourd'hui que la plupart des câbles qui sont fabriqués ici chez nous, il y a d'autres, par rapport à l'importation. C'est vrai que l'État peut toujours réguler. L'État, c'est comme le père de famille quand même. L'État a l'obligation dans certaines circonstances. Mais ce qui se passe dans votre maison, dans votre cour, dans votre habitation, dans votre ménage, je ne crois pas que vous devrez attendre l'État, son intervention pour mieux vivre quand même. C'est le peu de tout. Et puisque la responsabilité de l'État, c'est de protéger la vie des citoyens à un certain niveau, l'État peut être en mesure d'interpeller ou tout au plus réglementer le secteur parce que c'est devenu une hémorragie. Depuis plus d'une année, on parle d'incendie, des infrastructures étatiques sont touchées, des infrastructures scolaires et universitaires sont touchées, des habitations privées sont touchées. Ça va au-delà d'une responsabilité sociale aujourd'hui ou sociétale. L'État doit s'approprier pour qu'on fasse un diagnostic et à l'issue de ça, on pourrait effectivement trouver la solution à cette problématique-là. Je crois que déjà, c'est de là qu'il s'agit. Il faut ouvrir des enquêtes. Il y a eu des incendies ici dans les plantations. Il y a eu des incendies ici là, dans des infrastructures, c'est-à-dire étatiques. Il y a eu des incendies, comme vous l'avez dit, dans des ménages, dans des maisons, des personnes, des citoyens. Et il n'y a jamais eu, en tout cas je n'ai pas vu, qu'on nous ait présenté une personne ou quelqu'un, soit disant que c'est l'auteur d'un incendie, c'est-à-dire de quelque lieu que ce soit. Jusqu'à présent, en tout cas, on nous dit toujours que des enquêtes sont ouvertes, mais ce sont des enquêtes qui n'aboutissent pas. Souvent en Guinée, dès qu'on vous dit que l'enquête est ouverte, vous vous dites non, je m'en réjouis, je vais remettre à la sagesse de Dieu parce que ça ne va jamais aboutir. C'est toujours comme ça, on nous a habitués à cela et souvent on croit quand même que ça ne peut pas, on se dit que ça ne peut pas continuer ainsi. À un moment donné, ça fait quand même beaucoup d'incendies là. Depuis le temps d'Alpha Condé jusqu'à maintenant, c'est une épidémie d'incendies. Moi, je l'appelle comme ça parce que ça ne freine pas. Ça continue et on ne tire aucune leçon. La dernière fois, on parlait du cas de Tercet. Mais jusqu'à présent, ça continue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revérifier nos installations et attendre l'intervention de l'État parce qu'on ne sait pas à quand ça va venir. Ça peut même ne pas venir. Alors, on le disait à l'entame de cette émission, disons, c'est une évaluation qui sera faite sur la base de ces 3 lois-là. On l'a dit ici, pour en parler de tout cela, nous allons recevoir Edouard Zotomou Pogomou, le président de l'IDRP, mais jusqu'à présent, les dieux de la téléphonie n'arrivent pas à nous permettre d'être en contact avec notre invité, Edouard Zotomou Pogomou, président de l'IDRP. Alors, on va enchaîner dans Soko. Évaluation des partis politiques annoncée depuis le 19 juin doit prendre fin aujourd'hui, le 3 juillet. Oui, depuis le 19 juin déjà, il y a eu ce sport qui a été entamé du côté du ministère. On nous apprend qu'il est déjà en ligne. Okay. Monsieur Zotomou, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Monsieur le président, bonjour. Bah, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Allez-y, dans ce point. Voilà, et je disais qu'au prélude de ma seconde intervention, que déjà et depuis longtemps que le ministère de la tutelle avait pris le taureau par les cornes pour pouvoir encore réévaluer les partis politiques sur la base de 3 lois qu'ils aimeraient savoir et connaître si les partis étaient dans les normes. Voilà, mais la question brûlante et la question fondamentale qui a fait un peu qui a causé un peu de chamboulement au sein des partis politiques, c'était la question des financements des partis politiques. Donc, moi, tantôt je disais que c'est une problématique qui reste assez complexe parce qu'il faudrait quand même
accepter et de comprendre que c'est pas une réalité seulement guinéenne, mais connaître le financement des partis politiques reste opaque sur le plan international et sur le plan continental. J'en sais assez de choses parce que, et comme vous et moi déjà, nous avions eu l'opportunité de faire... On nous apprend qu'il est en direct de nouveau. On verra très bien si ça peut aller cette fois-ci. Messieurs Otomo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. On le disait, le processus d'évaluation des partis politiques amorcé par le ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation depuis le 19 juin prendra fin ces 3 juillet. Première question d'abord, dites-nous comment vous avez accueilli cette information. Est-ce que vous avez reçu à votre niveau les émissaires du ministère de l'Administration du Territoire? Si oui, comment tout cela se passait? Bien, merci pour la question. Il faut dire d'abord que nous avons été un peu dubitatifs. On a été un peu, disons, pas surpris, mais nous posons un tas de questions de toute façon. Bien que le parti politique relève du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, pas par impéodation, mais simplement par du fait de leur fonctionnement. Mais il ne faut pas quand même qu'il y ait d'autres intentions cachées derrière ce qui est en train de se passer, parce que c'est la deuxième fois en moins de 12 mois que nous faisons une évaluation. La première fois, les gens avaient promis de passer dans les sièges. Non seulement ils ne sont pas partis dans tous les sièges, mais ils se sont permis de dire un certain nombre de choses qui n'étaient pas vraies du tout. Parce qu'ils sont allés nulle part et on catégorise les partis comme ceux qui ont fourni des dossiers, ceux qui n'en ont pas fourni, qui n'ont pas fourni d'adresse correcte, alors qu'ils ne sont même pas allés, ils n'ont contacté personne. Dans tous les cas. Allez-y, monsieur Zotomo. De quelle intention vous prêtez au ministère de l'Administration? Vous dites? De quelle intention vous prêtez au ministère de l'Administration, selon vous? Les intentions, vous savez, on vient d'éliminer, de fermer les médias. Ça s'inscrit dans une logique. Après, les médias, ce sont les partis politiques parce que ce sont les seuls qui rapportent ce qui est en train de se faire sur le terrain en Guinée. Alors, simplement parce qu'il y a aussi, à côté de cela, comment on appelle, des comportements qui montrent effectivement qu'on est en train de prôner le culte de la personnalité, c'est-à-dire, voilà peut-être quelque chose qu'on est en train de cacher sur le plan politique. Vous ajoutez à cela le fait que le projet de constitution qui est supposé sortir pour qu'on ait une idée de ce qui va se passer, comment les élections vont se passer, tout ça, ça ne vient pas. Ça veut dire simplement qu'on est en train de préparer le terrain pour annoncer à la dernière minute, voilà ce qui va se passer et les gens n'auront pas le temps de réagir. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Sinon, c'est pas au moment où on parle comment on appelle, de fin de transition qu'on va parler du fonctionnement des partis politiques. Ça fait quand même 3 ans que nous sommes dans une transition. Pourquoi on n'a pas dit, on n'a pas pris les dispositions, même avant ça. Vous allez dans un ministère où je ne suis pas en train de leur faire la guerre, mais ce sont des observations. Où on ne peut pas vous dire exactement voilà combien de partis politiques nous avons dans ce pays et leur structure, leur nomenclature. On ne peut pas vous le dire. Au moment où c'est tout un tas de contradictions, au moment où on parle de limiter les partis politiques, c'est en ce moment qu'on est en train justement d'octroyer des agréments à d'autres formations politiques, simplement parce qu'il y a sous le CNRD, vous le dites bien, sous le CNRD. Sous le CNRD, oui. Sous le CNRD, c'est ça. Bien. Ils sont au nombre de combien qui ont reçu leurs agréments? Vous pouvez me dire le nombre de partis? Mais je ne suis pas obligé de connaître parce que tous les partis ne me rendent pas compte. Bien. Mais les quelques-uns ne rendent pas compte. Voilà. Monsieur Zotomo, revenons un peu sur ces évaluations-là. Voilà, de quoi a-t-il été question? C'est mieux. De quoi a-t-il été question? Oui. Je peux aller? Oui, bien sûr. Bon, au niveau de notre formation, tout se passe très bien. D'abord, ils ont commencé parce que nous avons un siège à Yomou, un siège à Dérékoré, bien sûr un siège ici à Conakry, un siège à Kindia, à Fria, et pour le moment c'est ce que je sais. Mais à Yomou, tout s'est très bien passé. Les missionnaires étaient là, on les a contactés, ils sont allés du moins à la préfecture, ils ont convoqué tous les partis politiques, finalement ils se sont rendus d'abord à notre siège à Yomou, pour pratiquement une demi-journée. Tout s'est très bien passé. De là, ils sont venus, pas seulement de notre formation, à Zérékourou aussi,
tout s'est très bien passé. À Conakry, c'était le 27 juin. Tout s'est très bien passé à notre tiers Sangoya. Et nous pensons que tout est en train d'aller très bien. Malheureusement, ou heureusement, la mission a été prolongée. Je crois que c'est aujourd'hui le dernier jour. Donc nous sommes à l'attente justement des résultats des autres entités, comme à Labé et comme à Parana et aussi à Beila et à Kijidougou. Nous sommes en train d'attendre. Quelle est la nouveauté cette fois-ci? La nouveauté dans cette évaluation? Bon, la nouveauté, ce sont les mêmes documents qui ont été demandés depuis. Et ce sont les mêmes documents qui ont été soumis. Cette fois-ci, on parle de soumettre des rapports d'activité ou des rapports financiers. Et c'est là aussi qu'il y a tout un tas de questions. Je ne sais pas pourquoi vous demandez des rapports financiers à des organisations que vous ne subventionnez pas. Ce sont des organisations qui se débrouillent en train de faire marcher. Justement, on allait vous poser la question sur cela. Hier, vous êtes intervenu sur ociaminfo.com où vous avez quand même rappelé la charte des partis politiques. À ce niveau-là, vous avez pointé du doigt l'État qui, selon vous, depuis 2009, n'arrive pas à subventionner des partis politiques en République de Guinée. Est-ce que vous pouvez nous révéler des détails? Je ne peux pas, je n'ai pas généralisé ça. Je parlais par rapport à notre formation politique. D'accord. La formation a été créée en 2009. Et depuis 2009, nous n'avons jamais, en situation légale, nous n'avons jamais reçu de subvention, même quand nous participons à des élections. Voilà. Bien, dites-nous, on nous parlait d'une pléiade de questions qui vous devraient être posées. Dites-nous, est-ce que vous étiez en mesure de répondre à toutes les questions? Nous avons répondu à toutes les questions. Parce que nous avons toute la documentation. Jusqu'à nos PV de réunion qui ont été demandés. Nous avons tout fourni. Voilà. Docteur, par rapport à cette question de subvention, selon vous aujourd'hui, pourquoi l'État ne le fait pas? Est-ce que vous pensez à une mauvaise foi? Nous pensons que c'est une double dose. Nous pensons que c'est d'abord une mauvaise foi. Ensuite, c'est un manque de volonté, en réalité. Ou alors, simplement on veut faire semblant de, disons, de suivre les activités des partis politiques, alors que les subventions qui viennent, si effectivement elles viennent, sont peut-être dirigées ailleurs. Ça, nous ne pouvons pas le dire. Nous ne pouvons que... voilà. Alors, dites-nous, qu'attendez-vous de cette évaluation? Puisque déjà, antérieurement, je rappelle qu'il y avait eu une catégorisation des partis politiques, c'est-à-dire de partis qui avaient des données erronées et de partis qui n'avaient pas des adresses, c'est-à-dire de partis sans adresse. Dites-nous, dans quel lot de ces partis-là s'est retrouvé l'IDRP? L'IDRP se trouvait justement dans la catégorie des partis qui auraient fourni, je dis bien qui auraient fourni une adresse erronée, au conditionnel. Parce que ce n'est pas vrai. Est-ce que vous avez cherché à savoir qu'est-ce qu'on appelle par ailleurs des données erronées? Les données erronées, ils nous avaient demandé d'aller au MATD, au ministère de l'administration du territoire, pour corriger justement ces erreurs. Nous y sommes allés par 3 fois, rencontrer les cadres qui sont là, tout est documenté. Mais nous avons effectivement, c'est là où d'ailleurs nous sommes rendus compte que notre parti était enregistré sous le nom d'un autre leader que nous ne connaissons ni la dame ni d'elle. Alors, où on va avec ça? Cette erreur a-t-elle été corrigée? Est-ce que vous avez pu corriger cette erreur ou ces erreurs? Nous avons tout corrigé. En tout cas, quand nous sommes allés, ça c'était avant la note qui demandait de refaire une autre évaluation, la deuxième en moins de 12 mois. Nous pensons que nous avions corrigé parce que nous avons laissé la documentation. Rapidement, la dernière question. Vous avez des intentions aujourd'hui que vous prêtez au CNRD. Est-ce que concrètement vous pensez que le CNRD pourrait fabriquer ou sortir à la dernière minute un candidat? Mais tout pointe vers ça. Tout pointe vers ça parce que il n'y a aucune raison qu'on puisse retarder une constitution qui était supposée venir depuis pratiquement la fin de l'année dernière ou même en mars de cette année, mais qui a toujours qui n'arrive pas à surgir, on n'arrive pas à voir. Nous ne connaissons même pas quels sont ceux qui sont en train de travailler sur la constitution. Même la commission loi au niveau du CNP n'est pas au courant de ce qui est en train de faire. Ça veut dire que
c'est une poignée de personnes qui travaillent sur cette constitution que nous ne connaissons pas. Bien. Voilà, M. Zotomo, voilà. Moi j'aimerais poser une question. Comme la date fatidique du 31 décembre approche à l'horizon, est-ce que vous êtes pour un glissement du calendrier électoral encore? Absolument pas. Le calendrier a été fixé de commun accord entre la CEDEAO et le CNRD sans l'implication d'aucune formation politique. Ouais. Même sans l'implication de l'actuel Premier ministre, nous l'avons dit. Donc, puisque ça a été fait, nous l'avons accepté de bonne foi, parce que si nous nous mettions à critiquer justement ce calendrier, nous ne l'avons pas accepté comme tel. Yeah. Il y avait eu il devrait y avoir beaucoup de retouches. Et si nous l'avions critiqué, on nous aurait taxé justement des gens qui ne sont là que pour critiquer et ils n'ont pas la volonté politique de pouvoir contribuer justement à la réussite de cette transition. Pourquoi nous l'avons accepté de fait? Bien, alors, on ne peut pas attendre maintenant pour dire qu'il y aura glissement parce que rien n'est fait, même dans le cadre du chronogramme qui a été concocté et qu'ils ont soumis, rien n'a été fait pour dire que nous pointons vers disons, la fin de la transition, comme ça a été signé. Voilà. Monsieur Zotomo, revenons sur les évaluations des partis politiques. Aujourd'hui, à l'UDRP, est-ce que vous serez prêt à accepter les résultats qui seront issus de ces évaluations? Oui, ça dépend de ce que vous appelez, ça dépend des résultats, justement. Nous savons que nous avons soumis toutes les documentations demandées. Bien. Nous avons répondu à toutes les questions. Bien. Nous avons démontré qu'on a des sièges qui sont allés. Bien. Il est parti, M. Edouard Zotomo Pogomo, le président de l'IDRP. On va tenter de le revenir si les dieux de la téléphonie nous le permettent. Très bien. Mais d'ici là, on marque une pause et on revient dans un instant. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Boké, à Kagbele, à Tomboulia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les bonbonnas, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Bon moment, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour, hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours, là? C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, pas de l'électricité? Essayez de donner un peu le nom du quartier, on veut savoir si c'est Conakry ou bien c'est Conde de Breka. Non, c'est Conakry. Eh bien, voilà. Vous avez dit une chose très importante en disant que il pleut, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, la question que l'on devait se poser, est-ce que Kaleta est une arnaque? Est-ce que Swapit est une arnaque? Donc, moi, je pense que ce n'est pas des projets qui sont importants, mais ce qui doit suivre ces projets. Effectivement, qu'à l'État soit petit, on ne peut plus compter sur ces barrages-là. Il faut trouver des alternatives. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Merci encore une fois, vous êtes nombreux à nous suivre un peu partout à travers le pays, ici à Imbaya, à Matoto, à Koya, mais aussi à Dibreka. On le disait ici dans cette émission avec Edouard Zotomo Pogomo, le président de l'IDRP. On échangeait autour de ces évaluations qui se sont passées au niveau de ces formations politiques, d'ailleurs qui devront prendre fin aujourd'hui, 3 juillet 2024. On nous apprend que M. Zotomo est déjà en ligne. M. Zotomo est là? Oui, je suis là. Alors, M. Zotomo, pour finir, alors, dites-nous, est-ce qu'il y a une possibilité d'un dialogue, en tout cas si vous sentez ce qu'on appelle la bonne foi, pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour une sortie apaisée de cette transition? Pour le moment, nous pensons que la bonne volonté doit être manifestée par la bonne foi du CNRD. Parce qu'au niveau de nos organisations, de nos coalitions, nous avons toujours dit que nous voulons un dialogue, mais inclusif. Pas un dialogue où on sélectionne, on fait une collection de partis politiques qui sont
pratiquement affiliés au CNRD et on oublie les autres malgré que ces autres-là ont un grand coefficient en termes de représentativité. C'est cette impression que vous avez? Oui. Bien. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Premier ministre Bahouri est capable de vous offrir un tel dialogue que vous demandez? Absolument pas. M. Bahouri nous a montré qu'il est en fait comment j'appelle ça, le porte-parole et du CNRD et du gouvernement. Donc il n'est pas impartial justement dans son approche. M. Bahouri, quand il est venu, il aurait dû chercher d'abord à rassembler les partis politiques pour poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et le sujet est débattu. Mais M. Bahouri est venu la première fois pour dire qu'il faut vous attendre à un glissement de calendrier. Ça veut dire que c'était déjà consommé et puisqu'il ne le dit pas en son nom lui-même, il a été obligé d'avaliser ce qu'on lui dit. Donc il n'a fait que suivre les directives qui lui ont été données. Supposez que si Bahouri avait effectivement commencé, parce que vous venez de rappeler ici, est-ce qu'au niveau de l'IDRP, notamment au niveau de la NAD, vous ne seriez pas contre un glissement? C'est-à-dire que si cela avait obéi effectivement à un certain nombre de choses, notamment la concertation préalable. Mais nous n'y sommes pas partis. Donc il n'est pas possible de pouvoir dire si on le pourrait ou pas. On aurait fait des propositions comme on l'a toujours fait. Parce que le programme, nous avons dit que le programme comportait des étapes qui étaient irréalistes. Et tout le monde le sait. Alors si on s'asseyait autour d'une table, c'était pour discuter de la validité ou de la nécessité d'un certain nombre de programmes inclus justement dans le programme. Notamment les RGPH et le RAVEC. Est-ce que ce sont des étapes qui sont nécessaires pour la conduite de la transition? Absolument pas. Nous avons pris des repères et partout où nous sommes allés, et il nous a été dit que c'est des étapes qui ne sont pas indispensables pour que la transition puisse être portée enfin jusqu'à bout. Alors, selon vous, ok, continuez, allez-y. Non. Selon nous, s'il y avait cette volonté, on aurait trouvé un terrain d'entente après des discussions, disons, un débat d'idées. En fin de compte, on se serait rendu compte que l'espace qui nous reste en termes de temps, il n'est pas possible d'aligner tout ce qui a été dit sur le programme en ce qui concerne les 10 points, mais qu'on peut faire ce qui est nécessaire pour que la transition se passe, parce que M. Jean-Marie Doré est prêt à organiser les élections ici en moins de 10 mois. Voilà. Bien. Et là aussi, vous pensez que c'est une mauvaise foi ou un manque de volonté? C'est une mauvaise foi, un manque de volonté, parce qu'on attend justement le moment M pour pouvoir laisser tomber ce qui doit tomber pour que les gens n'aient pas le temps de réagir. Voilà. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque au CNRD pour mener quand même à bien cette transition, pour la réussir? Ce qui manque au CNRD, nous l'avons déjà dit. Il manque de la visibilité et il manque surtout de la clarté dans ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, personne ne peut nous convaincre qu'à la fin de cette transition, le président de la transition ne sera pas candidat à un poste électif. Personne ne peut le dire. Personne. Parce que nous avons, tous les éléments sont en place. Justement, aujourd'hui, on est en train de parler de militants qu'on associe au CNRD. Le CNRD n'est pas un parti politique pour avoir des militants. Alors ça doit dire beaucoup de choses. Quand on lit entre les lignes, on se rend compte que progressivement, nous sommes en train d'aller, comment on appelle, d'une institution étatique qui est non politique à une formation politique, que ce soit nommé maintenant CNRD politique ou pas, ou un autre nom. Ce qui est sûr, c'est que la transformation a déjà démarré et elle est en bonne voie. L'un dans l'autre, puisque de toute façon on finira autour de la table, que faut-il faire effectivement pour nous faire l'économie de tout ce qui s'annonce comme crise dans notre pays? Tout ce qui s'annonce comme crise, c'est le CNRD qui a la solution. C'est très simple. On peut se retrouver, mais dans un cadre où nous devons avoir un parrainage. Parce que le dialogue, s'il doit avoir un dialogue, c'est pas que le CNRD vienne justement ses intentions ou des ordres. Un dialogue, c'est une sorte de science de donner et de recevoir. Vous échangez et après la solution sera trouvée par consensus. Mais on ne vient pas imposer une solution
Parce que dans une transition, en fait, il n'y a pas d'opposition. Donc tout le monde doit être associé à la solution. Bien. C'est ce que nous avons toujours dit. Bien. Pour finir, dites-nous en étant avec cette union sacrée longtemps annoncée, mais qui semble être charcutée. Dites-nous où en est-on? Bon, l'union sacrée fait son bonhomme de chemin. Bien. Vous savez, dans une association comme ça, quand vous mettez ensemble un groupe hétéroclite, il y a toujours beaucoup de problèmes à résoudre. Bien. Nous avons un groupe qui nous avait, au niveau de la DAN, quand je dis nous qui sommes à l'ANAD et dans les forces vives, nous avions complètement boycotté, pas boycotté dans le sens de refuser de partir. Les conditions n'avaient pas été créées pour nous d'être à cette rencontre, parce que ça n'a pas été inclusif. Alors il y a des gens qui avaient pensé que nous étions de mauvaise foi, ils ont préféré partir. Alors quand ils se sont heurtés aux difficultés, à la réalité effectivement des intentions exprimées là, ils ont fait le retour. Et quand ils ont fait le retour, nous sommes ouverts. Nous avons dit que nous les recevons. Mais malheureusement, certains viennent avec un pied ici, un pied là-bas. Parce que nous apprenons et nous avons documenté effectivement que parmi même ceux qui veulent revenir, Union sacrée, beaucoup n'ont pas signé. Non, tout le monde n'a pas signé parce que certains auraient des émoluments au niveau du CNRD quand ils sont en train de, comme on appelle, de participer dans le cadre du dialogue. Alors, quelqu'un qui a des émoluments, et ils viennent, nous n'avons pas d'émoluments à donner et seront obligés de faire... autrement dit, des primes, hein? Mais bien sûr, c'est ça, des primes. Il y a de cela juste 3 jours, Lansana Kouyaté, l'ancien premier ministre guinéen, intervenait sur cette question, bien évidemment, sur l'union sacrée, qui disait que vous êtes en contradiction. Qu'en dites-vous? Comment nous sommes en contradiction avec quoi? Avec vous-même, par rapport au combat. Non, nous ne sommes pas en contradiction avec nous-mêmes. Voilà, écoutez, voilà le problème qui se pose. Nous avons dit que l'union sacrée a été créée sur la base de 3 principes. Le premier, c'est que la transition finit le 31 décembre et que nous partirons et nous utiliserons tous les moyens légaux, y compris le droit de manifester dans les places publiques. Et en dernière position, que nous demanderons justement la mise en place d'une transition civile. Ce sont les 3 points. Tous ceux qui ont signé sont d'accord. Le problème, c'est que dès que vous parlez de manifestation, tout de suite, on associe des tueries. Or, qui tue? Ce sont les forces armées qui tuent. Ce sont les armes, les guerres qui tuent. Alors, les gens ont le droit quand même de manifester, dire qu'ils ne sont pas d'accord, même dans sa famille. On peut dire à papa, je ne suis pas d'accord. Alors, dès que vous dites vous êtes d'accord, on dit vous n'avez pas le droit de dire ça, vous allez sortir les enfants des gens. Non. C'est plutôt eux qui sont en contradiction avec eux-mêmes. Mais que ça. D'accord. Nous ne sommes pas en contradiction. Peut-être pour finir, une autre question très importante. Aujourd'hui, le CNRD, l'électricité. L'électricité avec le CNRD, voilà l'un des problèmes que nous avons, c'est que quand on déplace les priorités, on arrive à ce genre de problème et nous nous retrouvons justement dans ce cadre. Le peu de ressources qu'il y avait, et disons, qui pouvaient supporter, on sait qu'il y a la période d'étiage. Pendant la période d'étiage, bien sûr, la production d'énergie est limitée dans les barrages. Mais il y avait quand même un supplément qu'on pouvait produire, et ça avait déjà été fait. Aujourd'hui, on a plus de ressources. Si vous avez remarqué, il y a beaucoup de nouveaux billets qui ont fait leur apparition dans les banques. Ça, c'est parce qu'on a fait appel à la planche à billets. Et ça appelle justement à l'inflation. Et quand vous parlez d'inflation, ça veut dire que la vie va continuer, le coût de la vie va continuer à grimper. Alors quand aujourd'hui, le problème d'énergie il va même certainement s'empirer, à moins que maintenant que, puisque l'hivernage est sur nous, qu'il y ait un replénissement dans les cours d'eau et que les retenues nous permettent effectivement de faire fonctionner les barrages à plein temps et même là. Par rapport à Edouard Zotomou Pogomou, président des Leaders Prêts. Merci, monsieur le président, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Continuez votre réaction sur le 629 95 67 67. Le 629 95 67 67. On a beaucoup de réactions sur notre plateforme. C'est
Sekou, le pneumatique. Bonsoir à vous. Le CNRD est en train de créer des crises dans tous les secteurs. Évaluation des partis politiques, fermeture de médias, manque de courant. Pour que les Guinéens s'occupent de ça et oublient le retour à l'ordre constitutionnel, je suis d'accord avec votre invité, c'est le CNRD qui est la solution. Mais je suis surpris de voir la solution devenir un problème. Ali Badra Souma. Alors on continue encore une fois. Bonjour Monsieur Abdallah et bonjour à toute l'équipe avec beaucoup d'amertume. Le décès de... Enfin, c'est un ancien SMS. Prompt l'établissement à notre maman. Il fait allusion à la maman d'Abdallah Kamara. Salam à vous, salam à mes parents de Dalaba, Diting, Diambouya, Donkama, dans mon village natal. Je présente mes sincères condoléances aux victimes, qu'Allah les pardonne et qu'il les accueille dans ce royaume éternel. Mais les parents des victimes des incendies doivent s'unir pour porter plainte contre EDZ, dit-il, car ils ont endeuillé beaucoup de citoyens. Signé Mamadou Alpha Diambouya depuis Koloma. On continue toujours sur le 629 95 67 67. Sekou Donjo, le pneumatique. Bonsoir les doyens, c'est Bangoura Moussa depuis Lansana Baraz. C'est difficile à dire, l'État n'a qu'à prendre les responsabilités, sinon c'est pas bon. Il y a trop d'accidents dans notre pays. Cette année, je présente toutes mes condoléances aux familles éplorées et qui ont perdu leurs enfants dans ces incendies tragiques. Merci Bangoura depuis Lansana Baraz. Et puis on continue, il faut rappeler qu'on n'appelle pas sur le 629, on ne fera que passer les SMS. Alors, bonjour Abdallah et à toute l'équipe de chroniqueurs chez moi, à Djiguel, c'est d'Amiti Dalaba. De nos jours, nous traversons des moments très difficiles, voire dangereux, à travers des incendies répétitifs en cascade. Aucune compassion de la part de l'État, encore moins. Une déclaration de responsables de nos dirigeants au sommet de l'État. On parle là de 10 personnes qui ont péri dans un incendie. Paix à leur âme. Pour terminer, le CNRD et son gouvernement n'ont pas une légitimité, dit-il aujourd'hui, de demander la normalisation d'un ou de partis politiques, sachant qu'eux-mêmes ne bénéficient d'aucune légitimité, dit-il, encore moins une légalité aux yeux du peuple. Ils nous ont vendu de faux rêves le 5 septembre, accompagné d'une charte taillée à leur mesure avec une complicité de certains cadres, d'où nous n'avons pas besoin d'une leçon de vie ou de morale de leur part, sachant qu'eux-mêmes sont les premiers à violer le respect des lois. Dommage, signé Alpha Zidane Diallo. On poursuit toujours avec nos auditeurs. Bonjour le grand journaliste, je profite de votre antenne pour souhaiter toutes mes condoléances aux familles et pleurer que les rames reposent en paix. C'est une inquiétude des questions à poser, c'est-à-dire avant la famille, là où se couche, est-ce qu'il y avait, écrit-il, des électricités, et à quelle heure le courant est venu, car nous avons actuellement, et j'ai envoyé le courant à partir d'une heure. Appliquez-vous bien, Sekou, quand il s'agit d'écrire, il faut très bien vous appliquer le courant à partir d'une heure au lieu de 23h ou 0h. Et vous savez, à une heure, se trouve que les gens sont déjà sur les lits, écrit-il. Cette expérience, je suis resté assis un jour jusqu'à 30 minutes et c'est en ce moment que le courant est venu. Et avec quelle puissance, car vous savez, si le courant vient, ça vient avec la force. Mais ce qui construit aussi doit avoir la qualité des fils qui s'installent chez eux. Au contraire, appeler un spécialiste. Mais vous savez qu'en Guinée, ici, les gens ne considèrent pas les gens de leur domaine. Chacun fait passer comme un technicien de tout, donc alors que chacun puisse faire son travail. Donc, insiste Donzo, l'eau pneumatique. On continue toujours sur le 629 95 67 67 ou sur nos plateformes digitales pour vos interventions dans cette émission, le scanner. On le disait toujours à l'entame de cette émission, inondation à Conakry, plusieurs personnes ont péri, disons, dans la nuit du lundi 1er juillet à Conakry, 3 personnes emportées par les eaux de ruissellement à Tobolon dans la commune urbaine de Kagbele, dont une femme en grossesse et 4 personnes portées disparues à Sambaya dans la commune urbaine de Koya et 2 autres enfants aussi emportés par les eaux de ruissellement à Somphonia et à Ratoma dispensaire. Ajouté à cela, plusieurs maisons et leurs contenus ont été ruinés par ces inondations. Faut-il pointer du doigt de la politique d'urbanisation mise en place ou la construction
anarchique de bâtiments, Fodé Bakary Dansoko. Ok, et voilà, et comme tu l'as déjà, vous venez de planter déjà le décor. Si les causes sont liées par exemple à une urbanisation que moi j'appellerais sauvage ou agressive, et parce que les gens... Comment ça agressive? Agressive, parce que les gens ne respectent pas en fait le plan établi par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisation. Chacun veut avoir un toit pour soi, sans pour autant aller vers ses autorités compétentes pour leur montrer le chemin à suivre. Mais il y a un ministère dédié à l'urbanisation. Évidemment, ça existe, et souvent aussi, voilà, il y a une complicité aussi qui ne dit pas son nom, que je déplore, mais ce qui reste clair, c'est pendant les moments diluviennes, c'est pendant la saison pluvieuse que nous assistons. Le reportage d'Ansou. Voilà, je dis que c'est pendant la saison pluvieuse que nous assistons en fait à ces drames en cascade et qu'on ne peut pas forcément arrêter. Parce que si vous barrez la route de l'eau, par exemple, au ruissellement automatiquement, il y a une inondation qui s'installe. Sinon, la Guinée n'est pas, Conakry particulièrement, n'est pas géographiquement je dirais par exemple, un espace favorable à l'inondation. Parce qu'elle est située sur une crête. C'est ça, c'est une montagne, parce que si vous remarquez très bien et que vous prenez la voiture de Kagbeleng en ville, vous allez vous rendre compte que vous êtes sur une montagne et arriver à la cimenterie déjà, vous descendez vers l'Ansana barrage, arriver à Somfonia par exemple, vous descendez vers Anta, ainsi de suite. Donc il n'y a pas de plateau ou d'espace permettant quand même de ne pas permettre à l'eau de couler facilement. Donc la crête permet automatiquement la rapidité, elle est tellement facile pour l'eau de se jeter dans les deltas et tomber dans l'océan. Pour illustrer tout cela, on verra tout à l'heure le reportage d'Ansou Bailo Balde de la rédaction politique du groupe Kavi Media. Voilà. Donc ce qui reste clair et ce qui est à dénoncer, les constructions anarchiques doivent cesser dans le pays. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir leur toit, mais il faudrait construire ton toit dans les règles de l'art, en s'invitant ou en allant vers une maison plus appropriée qui est le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisation, vous confiez, connaître où la route doit sortir, les routes doivent sortir, ou comment construire votre maison. Cela est important. Sinon, à chaque fois qu'il y aura ces pluies torrentielles, je pense que il n'est pas à éviter, ou il n'est pas à se leurrer ou à se dire moralement non, il n'y aura pas d'inondation, ou bien je ne serai pas victime de ces pluies torrentielles. Non, il faudrait déjà prendre le taureau par les cornes. Il faudrait maintenant... En quoi faisant? En quoi faisant, mais en respectant l'urbanisation, en respectant les plans. Et puis éviter d'amadouer ces agents de l'habitat. Parce que eux, voyez-vous que le mal est tellement grand en Guinée que dans tous les secteurs, nous voyons ces genres de situations. Aujourd'hui, dispensaire, par exemple, j'ajuste là, à Thomas, par exemple, on pointe du doigt à une société qui est là-bas dans le cadre de la réfection d'une route. Évidemment. Donc ça, c'est la responsabilité de l'État. Bon, je vais vous faire une petite confidence. Aujourd'hui, nous parlons même, comme nous parlons des transports, du ministère des Transports et de l'Habitat en même temps, à la T6 là-bas, les routes qu'on est en train de faire, les fossés, les caniveaux qui sont en train de faire, je vous assure, à un moment donné, l'entreprise, j'étais le nom de l'entreprise, a voulu réduire même l'espace lié à la chaussée. Automatiquement, c'est les Chinois qui sont intervenus pour dire non, voilà comment les carnivores... À la régie, préparez-nous le reportage dans Sobaïlo Balde. Les carnivores là doivent être... Les carnivores là doivent être installés. Donc, automatiquement, ça a permis quand même de faire une prise de conscience. Ce que je veux dire, il faudrait que le ministère de la tutelle de l'habitat et de l'urbanisation puisse prendre des mesures adéquates dans l'avenir. Parce que Conakry s'est tellement agrandi qu'aujourd'hui, il n'y a pas de régulation dans ce secteur. Les gens, il y a trop de laisser-aller de la part des citoyens, il y a trop de laisser-aller de la part du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisation. Et maintenant, quand la saison, parce que nous savions que les saisons quand même sont changeantes, et lorsque la saison pluvieuse
apparaît, c'est les drames de drame en drame. Donc les constructions anarchiques doivent cesser. C'est bien d'avoir son toit, mais il faut avoir son toit dans les règles de l'art, dans les règles de sécurité de tes parents. Alors on verra bien. On verra très bien après le passage de ce reportage-là avec Ansou Bailo-Baldé, un des reporters de la rédaction du groupe Kavi Média. Plusieurs maisons sont touchées par l'inondation. Une route bitumée sans aucun canal d'évacuation est pointée du doigt par les sinistrés. Ils ont du mal à sortir de leur concession à cause du blocage des portails par les eaux. Tout est inondé dans les maisons, des postes téléviseurs, des sacs de riz, des lits et autres objets de valeur. Salimatou Kourouma explique comment elle a été réveillée. C'est pas la première fois que l'eau rentre chez nous ici. Ça fait la 3e fois. Mais cette fois-ci, c'est devenu grave. Comme je dormais, je me suis réveillée, j'ai vu l'eau, j'étais étonnée. J'ai demandé à ma tante comment est-ce que l'eau est rentrée chez nous. Que la grande fossée qui est là, c'est bouché. Donc je suis venue maintenant, j'ai vu, il y avait eu beaucoup de dégâts. Moi, chez mon grand frère même, tout est gâté, rien n'est sorti. Les sinistrés se sont réveillés les pieds dans l'eau ce mardi matin. Heureusement, il n'y a pas eu de morts ni de blessés. La peur qui domine désormais les sinistrés, c'est comment éviter le pire avec les prochaines pluies. Abdurrahman Ba invite les autorités à faire face à cette situation. Là où vous voyez comme ça, depuis 2 heures du matin, nous, on n'est pas couché d'abord avec de l'eau là. Vous voyez les limites là où se trouve de l'eau. Vraiment, nous... Il faut que l'autorité nous aide parce que sinon c'est pas facile quoi. C'est pas facile avec les enfants, vous voyez les enfants, il y a assez d'enfants ici. L'autorité ne prend pas leurs propositions pour ça, c'est pas bon pour nous quoi. On n'a qu'à nous aider, franchement on souffre ici quoi. Aux dernières heures, les sapeurs sauveteurs étaient venus pour tenter d'évacuer l'eau stagnante qui empêche la sortie des habitants des maisons inondées. Bailo-Baldé de la rédaction politique. Voilà, c'est hallucinant. Les sinistrés vivent des conditions difficiles. Les canaux d'évacuation qui sont bouchés. Donc, selon leur déclaration, cela n'est pas écarté, c'est important. Mais il faudrait que les entreprises de construction des routes soient capables quand même d'avoir une moralité professionnelle. C'est important. Il ne faut pas surtout attendre l'argent de l'État pour le financement, et quand le financement tombe, ils mettent l'argent dans leur poche et pour pouvoir encore faire du mauvais travail dans notre cher pays. Ça se rencontre souvent. Il y a des entreprises ici qui sont chargées de faire cela, et cela a été toujours comme ça. Nous avions vu des transversales ici qui ont été construits en un laps de temps, une année, mais après 2 ans, toutes ces transversales étaient défoncées par la mauvaise condition, la mauvaise volonté de ces entreprises. Ils mettent de l'argent dans leur poche et ne font pas correctement leur travail. Mais il faudrait aussi que la population puisse comprendre, que le monde puisse comprendre que le phénomène de réchauffement climatique est un facteur majeur aujourd'hui de tous ces événements qui nous arrivent, malheureux qui nous arrivent, et prendre conscience. Je pense bien que ça ne va pas diminuer, ça ira en crescendo parce que l'homme a agressé tellement la nature et la couche d'ozone s'est tellement détériorée qu'aujourd'hui les catastrophes naturelles sont devenues banalement naturel. Donc, pour le cas particulier de la Guinée, il faudrait que les entreprises, les chefs d'entreprise puissent prendre conscience qu'ils travaillent pour le pays, mais avec l'argent du pays. Donc, ils doivent faire du bon boulot, éviter que les gens ne tombent dans de pareilles situations, parce qu'ils vivent déjà, comme on disait ici hier, dans la résilience, et cette résilience vraiment a des limites. Et sur le plan des incendies, ainsi de suite. Il y a trop de drames maintenant. Il faudrait aussi que l'État puisse penser à repenser cet art. C'est important car le Guinéen souffre énormément et maintenant trop c'est trop et la responsabilité reste totale et partagée. Mohamed Loba, sauf que pour ces cas-ci, il s'agit là d'une responsabilité d'une entreprise. C'est pas forcément lié au réchauffement climatique. Bon sang de bon Dieu. Vivre en Guinée, ça devrait être mentionné dans nos différents CV. Parce que vivre ici... C'est une belle expérience. C'est une expérience très belle qu'il faille mentionner dans nos CV. Ce qui se passe, c'est énormissime, c'est grandissime, c'est gravissime. Parfois, on a du mal à se prononcer dessus par le simple fait que nous, Guinéens, nous ne tirons jamais
des leçons, des malheurs qui nous submergent en longueur de journée. Ça ne fait pas plusieurs jours qu'on parlait encore d'inondations, qu'on parlait encore des personnes emportées par des eaux de ruissellement. Ce que vous venez de planter comme décor en suffit largement pour verser les larmes. Parce que ce qui s'est passé du côté de Tobolon, ce qui s'est passé du côté de Dubreka, du côté de Symphonia, du côté de Koya, en fait, si on fait le rapprochement de tout cela, ça va nous pousser jusqu'à environ une dizaine de morts. Absolument. Tout ceci sans pourtant parler des cas isolés aussi. Dans des inondations. Et vous voyez jusque-là, le gouvernement n'a fait aucune communication sur ces cas d'inondation. Officiellement, oui. Officiellement, aucune communication. Parce que même la dernière fois, par rapport au cas d'accident de Marella, par rapport à l'accident de Marella, c'est le ministre porte-parole du gouvernement qui s'est efforcé quand même à dire quelques mots juste pour parler d'excès de vitesse. Ça s'arrête là. Aucune mesure n'est prise. Notamment aussi la prise en charge aussi de ces blessés. Aucune mesure n'est prise. Bon, pour la prise en charge, parce que pour une fois au moins quand même, ils ont été au chevet. Souvent, souvent avec des accidents, les personnes blessées sont admises directement dans les hôpitaux régionaux. Souvent, c'est comme ça se passe. Et par rapport à ces cas d'inondation, vous savez, les responsabilités, comme toujours, doivent être situées de part et d'autre. Commençons par la responsabilité de l'État. Parce que c'est l'État qui est le père de famille dans cette situation. La responsabilité de l'État, c'est bien entendu, bien évidemment, l'urbanisation. Nos ingénieurs aguerris, il faut le mettre comme ça, avec leur beau travail. On se retrouve toujours avec des piscines olympiques. Parce que c'est ce qui se passe. C'est comme si c'était une compétition qui était organisée pour jouer des Jeux olympiques, par exemple, avec des piscines olympiques, aquatiques, et ainsi de suite. C'est regrettable qu'en ce 21e siècle, on se retrouve encore dans de telles situations. Regardez des maisons complètement imbibées. Regardez cette surface. Vous allez comprendre combien de fois que l'urbanisation n'entre même pas dans le plan en réalité de nos autorités. Tout ce qui les importe, c'est les discours, des gros mots, des mots lourds qui pèsent, des mots, c'est-à-dire à l'image ou à la taille des vestes qu'ils portent. À un moment donné, l'État quand même a tous les moyens pour pouvoir prévenir tout cela. À un moment, si c'est les responsabilités, c'est effectivement. Regardez, prenez la superficie de Conakry. Ça ne vaut même pas, c'est-à-dire de fournir assez d'efforts pour mieux urbaniser Conakry. Il suffit juste, à un moment donné, on avait commencé à casser les maisons, mais les résultats encore ne sont pas connus. C'est comme des résultats des élections. C'est toujours attendu, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait. Mais là aussi, il faut signaler que l'État faisait face, Mohamed Ba, à une résistance mais farouche de la part de la population. Ça aussi, il faut le signaler. Ce ne sont pas des excuses. L'État est fort. Attention, l'État est fort. C'est ce que j'ai dit. L'État est fort. L'État a été capable ici de déloger des anciens ministres. Ah, vous me rejoignez maintenant. Bien. Mais l'État est fort. Bien. Ou des gens qui avaient quand même des milliers de militants. Bien. Mais ça c'est que la population aussi comprenne. L'État est fort. Et il faudrait que la population comprenne. Je suis d'abord dans la responsabilité de l'État. La responsabilité des citoyens que nous sommes est tout autre. Il faut le souligner par rapport à l'État. C'est les caniveaux. Il n'y a pas, souvent, il est bon et beau de faire des routes, mais s'il n'y a pas de caniveau, l'eau qui va couler va partir avec le peu de bitume qui est là. C'est ce qui se passe souvent. Et on pointe du doigt directement, c'est-à-dire l'irresponsabilité. Parce que nous aimons souvent ce mot-là, des sociétés qui sont chargées quand même de construire ou de refaire ces différentes routes-là. Mais attention, il faut aussi qu'il y ait le suivi, parce que je ne peux pas vous payer pour installer ma maison, par exemple. C'est un exemple que je suis en train de prendre et que je n'arrive pas à vous suivre pour me faire un bon travail. C'est parce que l'État, on s'est dit non, c'est l'argent du contribuable, ça ne vient pas directement de ma poche, donc je négocie avec l'entreprise de mon cousin, de mon voisin, parce que je dois avoir un peu dedans, et finalement le suivi n'entre pas dans mes plans.
Bien. Ajouter à ça coïncidence ou pas, je te donne la parole. Coïncidence ou pas, mais ce qu'il faut dire, oui, le temps file, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une coïncidence, qu'on constate la lenteur dans le cadre de la réflexion de certaines routes secondaires, notamment dans les différents quartiers. Et là, il faut préger pour savoir effectivement, est-ce que le délai qui était, disons, imparti a été effectivement respecté par ces différentes sociétés. Là où c'est le problème. Oui, ce qui reste clair. Parce que ça occasionne aussi... J'aimerais que vous me laissez finir. Je n'ai pas encore terminé. Je suis en train de situer les responsabilités. Par rapport au caniveau, tout cela relève de la responsabilité de l'État. Mais de l'autre côté, parce qu'il y a faire des caniveaux, il y a curer aussi ces caniveaux-là. Parce que à l'approche des saisons, de la saison des pluies, il faut faire un curage. Parce que souvent, ce que nous assistons... Un curage continu, pas qu'une seule fois. Ce à quoi nous assistons dans ce pays-là, ce sont des gens qui viennent prendre des photos, faire croire qu'ils sont en train de travailler. Je parle bien des autorités. À chaque samedi, on arrête la circulation, on en fait tout un événement, et finalement, le résultat est chétif. C'est un résultat mince. Le résultat, c'est-à-dire, c'est qu'il n'est presque pas là. Il faut mettre à côté aussi l'incivisme de la population. J'en viens de bouger les responsabilités. De l'autre côté, par rapport à la responsabilité des citoyens, par rapport à la responsabilité... Juste 30 minutes, rapidement. Voilà, vous me dites 30 minutes, il n'y a pas de 30 secondes du moins. Par rapport à la responsabilité des citoyens, ça fait rire aujourd'hui, mais ça ne devrait pas faire rire. La responsabilité des citoyens, c'est où? Ça se situe au niveau des ordures. Souvent, c'est ce qui nous pousse, c'est ce qui nous crée ces différents problèmes-là. Parce que l'incivisme aujourd'hui, se trouve, c'est comme si c'était l'ADN du citoyen guinéen. À un moment donné, il faut que ça cesse. Les ordures que nous rassemblons dans nos ménages, ces ordures-là, parce qu'on refuse de s'abonner au PME, ce sont ces ordures qui sont à la base de ces inondations-là. Parce que souvent, ce sont des ordures qui sont déversées dans des caniveaux. Parce qu'il y a aujourd'hui des citoyens qui n'attendent qu'il pleuve, c'est-à-dire des gouttes de pluie, pour sortir tout ce qui se trouve dans des cours. C'est la chose la mieux partagée dans les ménages. Pour déverser dans des caniveaux. Dans des caniveaux. À travers les pampers et tout ce qui s'ensuit. Les déchets plastiques. Quand la pluie n'est pas aussi forte, voyez maintenant que cela va stagner quelque part, et dès que la pluie arrive à reprendre, vous allez voir que les différents canaux d'évacuation sont bouchés, l'eau ne peut plus circuler, et voilà conséquence des inondations. À un moment donné, il faut que nous prenions conscience de tout ce que nous faisons. Dans ce cas, l'État doit sévir. Pour finir rapidement. Non, pas pour finir rapidement, parce qu'il a parlé plus que temps, et voilà, il a... Plus que temps, vous avez la parole. Vous avez la parole. Voilà ce que moi j'aimerais dire quand même. Il faudrait que les entreprises privées soient sérieux. Mais comme on le disait ici, la responsabilité civile aussi est importante. Donc, il faudrait que les gens puissent comprendre. Avoir un toit, c'est important. Je le répète encore, c'est important. Mais si c'est pour vous répéter. Oui, c'est important. Bien. Non, je dis sur ça parce que c'est important. Mais il faudrait éviter les constructions anarchiques. Et aujourd'hui, il y a des quartiers à Conakry qui n'ont même pas été lotis. Voyez-vous, il y a des blocages partout. Il y a en pleine route, il y a certains quartiers. D'autres n'ont pas respecté aussi le plan. D'autres n'ont pas respecté l'urbanisation. C'est important. Donc l'État aussi doit veiller à ce que les entreprises qui sont censées bénéficier de ces contrats, que ces contrats-là soient exécutés dans le temps. Cela est important, mais cette lenteur aussi est due à un manque de suivi orchestré et entretenu par certains acteurs liés au ministère de l'Habitat. Cela doit cesser. Des travaux publics. Oui, mais tous les deux sont liés. Parce que surtout le ministère des TP est concerné par rapport à la réflexion des routes, la construction. Mais ils peuvent mettre même les canaux d'évaluation, ainsi de suite. Mais s'il y a des constructions anarchiques qui bloquent les eaux de ruissellement et leur permettant de couler facilement, donc cela va encore causer cela relève de la responsabilité du ministère de l'Urbanisme. Donc, ce qui est à dire et ce qui est à déplorer quand même,
problème, c'est des deux côtés. Mais moi, j'interpelle encore une fois de plus les ministères de la tutelle à s'y atteler à ce travail et que le travail soit fait dans des délais raisonnables afin d'éviter quand même éventuellement que le Guinéen ou les citoyens encore ne retombent et avec ces cas de stagnation d'eau, comme mon ami le disait tout de suite, des piscines olympiques ou ainsi de suite, et des destructions de matériaux, ainsi de suite. Pour éviter tout cela, l'État doit être sérieux dans ce qu'ils font, mais les citoyens aussi doivent accompagner l'État dans leur lutte, doivent être sérieux. C'est ça. C'en est terminé pour ce numéro d'aujourd'hui. À la technique, nous avions Mohamed Diallo et de l'autre côté, au niveau de la réalisation, nous avons Michel Ouamono. Merci à toutes. Mohamed Ba, merci. Merci, je pensais que tu voulais oublier. Évidemment, parce que même moi j'ai tiré la tête pour te regarder. Merci Yaya Diallo. Dans ce coup, merci. Merci mon cher. Merci à tous, on se reprend demain quand il sera 9h00. Au revoir, portez-vous bien. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Boké, à Kagbele, à Tomboulia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les bonbonnas, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Mohamed, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour, hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours là?